Merci beaucoup, Madame la Présidente. Permettez-moi, avant de commencer, d'exprimer toute ma gratitude aux organisateurs du colloque, au CRJ Potier et en particulier à Marie-Daphné Perrin, pour m'offrir la possibilité d'intervenir au terme d'une matinée qui m'a particulièrement éblouie. J'ai trouvé que toutes les communications de ce matin avaient beaucoup de points communs. Alors évidemment, elles portaient toutes sur la vulnérabilité, mais je trouve que ce qui les caractérisait plus encore, c'était qu'elles avaient toutes une profonde humanité. Et pour cela, je suis particulièrement heureuse de conclure cette matinée avec un intitulé qui peut, alors qui en d'autres lieux pourrait peut-être étonner certains par son intitulé, l'analyse féministe du droit et les vulnérabilités. Il y a finalement là deux notions qui sont pas évidentes aux yeux de tous les juristes. Alors la vulnérabilité, les vulnérabilités, mais là les notions ont été passablement expliqué et clarifié depuis hier après-midi. On a bien vu qu'il y avait un double registre de la notion de vulnérabilité qui peut à la fois être considérée comme une commune qualité, l'humanité, un fait qui caractérise l'ensemble des êtres humains, un aspect de l'existence humaine, ou alors comme une situation particulière qui va décrire finalement les effets subjectifs de certaines situations sociales. Et dans ce cas-là, la vulnérabilité va résulter bien, de la corrélation entre l'humanité, la caractéristique de la condition humaine et l'exposition à certains risques particuliers qui vont créer une situation de blessure qui est constitutive d'une vulnérabilité. Donc là, grâce aux précédentes interventions, nous y voyons plus clair. Il me reste du coup à définir l'autre aspect de cet intitulé, l'analyse féministe du droit. J'ai bien conscience ici que lorsque l'on emploie cette expression, on est peut-être sur un terrain un peu moins familier des juristes, même si à l'étranger, en tout cas, l'analyse féministe du droit est extrêmement étayée, développée, dynamique, et qu'elle a donné lieu à des écrits tout à fait prolifiques. L'analyse féministe du droit, c'est un mouvement critique du droit, un mouvement de réflexion sur le droit, qui vise à réfléchir à la façon dont la règle de droit a pu cristalliser, entériner des distinctions entre les femmes et les hommes, a pu quelquefois les créer, la plupart du temps les consolider, et à l'inverse, comment depuis une quarantaine d'années, la règle de droit peut être un outil d'évolution de la société et un outil mobilisé au service de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et dans cette perspective menée, dans cette réflexion menée par les courants critiques de l'analyse féministe du droit, on trouve beaucoup de choses qui contribuent à éclairer le concept de vulnérabilité. Alors beaucoup de choses, et j'ai très peu de temps pour les présenter, ce qui fait que je limiterai mon propos à deux points majeurs. Et puis, si on a le temps de la discussion, je serais ravie d'approfondir d'autres aspects. Le premier point, la première idée mise en exergue par l'analyse féministe du droit est que la notion de vulnérabilité est une notion qui est ambiguë, qui est ambivalente, et je vous montrerai pourquoi, les raisons de cette ambivalence dans un premier temps. Et la deuxième idée qui a commencé à être abordée depuis hier et qui est développée par certains et certaines auteurs de ce champ scientifique spécifique est que la notion de vulnérabilité peut nous aider à repenser le projet démocratique dans la lignée de ce que disait Madame la bâtonnière Saccage à l'instant, autour des notions de care, de prise en charge, de soins, de sollicitude, d'attention à l'autre. La vulnérabilité peut être un élément intéressant pour repenser notre droit, et particulièrement notre droit de la santé et notre droit social, ce que je m'efforcerai de présenter rapidement dans un second temps. Alors tout d'abord, la vulnérabilité comme notion ambivalente, d'après un certain nombre de critiques. Pourquoi l'analyse féministe du droit est-elle dans l'ensemble assez mal à l'aise avec cette notion de vulnérabilité? Eh bien parce qu'historiquement, la vulnérabilité a été utilisée en droit comme un concept majoritairement défavorable aux femmes.
Pourquoi? Eh bien, très souvent, l'idée que les femmes sont des êtres vulnérables a été mobilisée pour justifier une diminution de leurs droits et de leurs capacités juridiques. Cette idée d'une imperfection de la condition féminine, d'une certaine fragilité, d'une certaine vulnérabilité des femmes, justifiait par exemple, dans le Code civil napoléonien, le fait que eh bien, la femme soit sous la protection d'abord de son père et ensuite de son mari, ce qui conduisait à lui dénier la capacité juridique. À l'instar des fous, des criminels et des enfants, les femmes étaient privées de la capacité, les femmes mariées étaient privées de la capacité de contracter. Et vous vous rappelez cette époque, qu'évidemment ici personne n'a connue, où le serment du mariage, les vœux échangés par les futurs époux étaient inégaux. Le mari devait protection à sa femme, la femme devait obéissance à son époux. Alors, cette notion de la vulnérabilité des femmes comme une cause de diminution de leurs droits, elle est évidemment arrangée aux oubliettes du droit français, quoique on constate certaines scories ou certaines réminiscences. Alors, certaines seront vouées à disparaître si vous lisez l'article 1112 du Code civil, qui va disparaître avec la réforme du droit des obligations. Vous voyez notamment qu'en matière de vice du consentement, le juge qui apprécie la qualité du consentement le fait eu égard à l'âge, les mineurs, à la condition des personnes, mais aussi eu égard au sexe des personnes. Mais on n'a pas de jurisprudence récente sur ce point. Une autre idée qui était évoquée tout à l'heure et qui traduit une réminiscence de cette idée de fragilité particulière qui pourrait être celle des femmes apparaît dans la prise en compte par le droit, et notamment le droit pénal, de la grossesse, des interventions savantes. Tout à l'heure, nous avons rappelé que l'état de grossesse pouvait notamment être une condition de circonstance aggravante. Je ne reviens pas là-dessus. On a également, en dehors du champ pénal, cette idée que la grossesse peut constituer un moment de fragilité et de vulnérabilité, à la fois psychologique et physiologique des femmes. La Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt de 2014 en matière de gestation pour autrui, l'a dit, et de façon en soulignant la vulnérabilité des femmes dans un raisonnement qui peut susciter la critique, que je n'ai évidemment pas le temps de conduire ici. Donc on comprend, au regard de ce très rapide panorama que je viens de survoler, on comprend une certaine réticence, voire une hostilité de l'analyse féministe du droit à l'égard de ce concept de vulnérabilité qui est utilisé dans un sens dépréciatif et incapacitant des femmes. Pour autant, comme cela a également été évoqué hier, notamment dans l'intervention de mon collègue Laitier, cette idée de vulnérabilité, elle est toujours présente dans le droit pour souligner un fait qui est un constat irréfutable, tant d'un point de vue sociologique qu'économique, le fait que la condition des femmes est caractérisée par une situation d'une plus grande précarité. On sait que globalement, dans les sociétés occidentales qui sont pourtant fondées sur un principe d'égalité formelle entre les femmes et les hommes, les conditions de vie des femmes se caractérisent par des rémunérations nettement inférieures et donc des taux de pauvreté des femmes supérieurs, une exclusion des sphères de décision, des sphères de pouvoir, ou encore une surexposition à la violence domestique et une inégale répartition des tâches domestiques. Donc il y a bien cette idée que l'ordre existant, et je vais peut-être employer un gros mot, mais l'ordre social patriarcal existant, contribue à exposer les femmes à des situations de vulnérabilité. Alors un gros mot, mais un gros mot qui est employé par le secrétaire général des Nations Unies lui-même. Je pourrais vous citer de nombreux textes dans lesquels le secrétariat général des Nations Unies souligne le fait que la domination des hommes et la subordination des femmes reposent sur des fondements historiques, sociologiques, tellement ancrés qu'ils aboutissent à une exposition des femmes à des risques de vulnérabilité. Avec toutefois une interrogation majeure et que je vous soumets sans pouvoir y répondre parce que les éléments finalement de réponse sont très contrastés, voire contradictoires. La question majeure que l'on peut se poser, c'est de savoir si c'est le fait d'être femme
qui est constitutif d'une vulnérabilité dans cet ordre social capitaliste et patriarcal, ou si la vulnérabilité de laquelle il conviendrait de protéger les femmes résulte de différentes situations que l'on appelle des situations d'intersectionnalité, c'est-à-dire le fait d'être à la fois femme et, par exemple, réfugiée, migrante, ou le fait d'être femme et travailleuse domestique, exposée à des risques de traite domestique, comme c'était évoqué tout à l'heure, le fait d'être femme et âgée, ou femme et fillette, qui serait constitutif de situations de précarité. Alors je vous disais qu'on n'a pas de réponse claire à cette question. On peut trouver par exemple un certain nombre de décisions de cours internationales ou du Comité pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, qui est un comité ONU chargé de veiller au respect de la convention CEDEF, la Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Et ces organes, ces juges nous disent que ce sont des hypothèses d'intersectionnalité, c'est-à-dire de cumul de risques qui exposent les femmes à des risques de vulnérabilité. D'autres, à l'inverse, vont dire que c'est bien une situation qui ne concerne que la condition des femmes, c'est-à-dire que le risque de vulnérabilité est spécifique aux femmes. Et ça, ce genre de réponse, on le trouve notamment dans des hypothèses de violence physique et de violence à caractère sexuel ou de violence conjugale. Par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, dans une affaire Opuz contre Turquie, qui a été jugée en 2009 et qui, pour la première fois, souligne l'obligation des États de lutter contre les violences domestiques et souligne que l'abstention des États à punir les auteurs de violences et à protéger les femmes contre ces risques de violences domestiques est constitutif d'une discrimination. Eh bien, dans cet arrêt, Opuz contre Turquie, la Cour souligne que la requérante peut être considérée comme relevant de la catégorie des personnes vulnérables ayant droit à la protection de l'État. Donc ici, vous le voyez, c'est le fait d'être femme qui est considéré comme le seul critère de vulnérabilité, alors que généralement la Cour associe d'autres critères d'intersectionnalité. Donc, je ne peux pas répondre à cette question du lien entre conditions féminines et risques spécifiques de vulnérabilité. Et en réalité, les choses se complexifient encore davantage parce que très souvent, les textes qui visent les hypothèses de vulnérabilité auxquelles les femmes sont surexposées vont taire, passer sous silence la condition de sexe ou de genre. C'est-à-dire que souvent, des textes vont viser une hypothèse de vulnérabilité qui frappe particulièrement les femmes, mais sans mentionner le critère du sexe ou le critère du genre. Juste un exemple, mais parmi d'autres, depuis 2012, vous savez, la loi sur le harcèlement sexuel qui a été adoptée à la suite d'une censure du Conseil constitutionnel en 2012. Depuis la loi de 2012, un certain nombre de rédactions d'incrimination ont été modifiées, et notamment le législateur a prévu une circonstance aggravante pour des hypothèses de harcèlement sexuel visant des victimes dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résulte de la précarité de leur situation économique ou sociale. Ici, donc, la vulnérabilité résulte de la précarité économique ou sociale. Il n'est pas dit la précarité économique ou sociale des femmes, qui sont évidemment surexposées au risque de harcèlement sexuel. On a des statistiques qui sont incontestables. Mais ce que le législateur avait à l'esprit en rédigeant cette incrimination apparemment neutre du point de vue du genre, c'était la situation, par exemple, des mères célibataires ou des femmes en situation de CDD sur lesquelles il pourrait exister une pression de l'employeur et des hypothèses de harcèlement sexuel. Les travaux parlementaires montrent très clairement que c'était cette catégorie de victimes que le législateur avait à l'esprit, et vous voyez pourtant la rédaction est ici neutre du point de vue du sexe de la victime.
Donc, il est très difficile, à l'heure actuelle et au terme de ce premier tour d'horizon, il est très difficile de savoir, de répondre à cette question des femmes vulnérables, en tout cas la question de savoir si ce sont les femmes qui sont vulnérables est une question qui reste largement ouverte. Pour ma part, j'aurais tendance à penser que non, les femmes ne sont pas plus vulnérables que les hommes, à l'exception peut-être du moment de l'accouchement, c'est-à-dire vraiment toute fin de grossesse. Mais en revanche, il me semble certain qu'elles sont placées dans une situation de vulnérabilité du fait de la conjonction du capitalisme et du patriarcat. Alors, ce qui nous amène, du coup, à poser des questions qui sont plus des questions politiques. Et là encore, l'analyse féministe du droit nous offre un certain nombre d'éléments de réflexion que je trouve assez stimulants sur la prise en charge de la vulnérabilité. Et c'est donc mon second point, puisque les théories féministes, et notamment les théories féministes du care, dont on a un peu parlé hier, ces théories féministes du care soulignent la nécessité finalement de deux choses. Elles soulignent la nécessité d'abord de penser la vulnérabilité humaine et sa prise en charge. Donc penser le régime juridique de la vulnérabilité d'abord. Et puis elles soulignent ensuite la nécessité de penser le statut de celui qui vient en aide à la personne vulnérable. Penser le statut de celui qui vient en aide à la personne vulnérable. Si vous regardez l'affiche du colloque, que je trouve très judicieuse, très maligne, parce que sujette à beaucoup d'interprétations, vous voyez qu'en réalité, je devrais dire, penser le statut de celle qui vient en aide, parce qu'une des caractéristiques, là encore, est que l'aide aux personnes vulnérables est très souvent une activité des femmes. Donc ces deux points, et brièvement, me paraissent de nature à devoir retenir l'attention. D'abord parce que la nécessité de penser le régime juridique de la vulnérabilité, ça a fait le champ de travaux extrêmement importants, extrêmement dynamiques, principalement en Amérique du Nord. Alors certains ont été traduits, je pense notamment aux travaux de Martha Nussbaum ou de John Tronto, qui ont été traduits en français. J'ai vu des livres Un monde vulnérable qui est vendu là à l'entrée. D'autres n'ont pas été traduits, et je pense notamment aux travaux d'une collègue juriste, Martha Feynman, qui a beaucoup écrit sur la vulnérabilité et l'autonomie, et malheureusement, ce n'est accessible qu'en anglais. Alors, que nous disent ces auteurs qui ont tout en commun le fait d'avoir pensé la vulnérabilité et l'aide à la vulnérabilité dans le champ politique et pas dans le champ de la philosophie morale ou de la psychologie comme d'autres auteurs? Elles nous disent toutes, je dis elles parce que ce sont des auteurs femmes, elles nous disent toutes que la vulnérabilité est une caractéristique de la condition humaine. Alors pour citer John Tronto par exemple, elle dit que le care, donc difficile à traduire, hein, le care c'est le soin, l'aide, la sollicitude, l'attention, donc ça recouvre aussi bien le champ du sentiment que le champ de l'action sociale ou que le champ du soin de nature médicale. Donc le care est un aspect fondamental de la vie humaine et cela signifie que les humains ne sont pas pleinement autonomes mais doivent toujours être envisagés comme interdépendants. On n'est pas, elle continue, je résume, on n'est pas tous vulnérables à tous les moments de notre vie, mais nous avons tous la caractéristique d'avoir été vulnérables à la naissance. Nous sommes tous passés par ce stade de dépendance qui est celui du nouveau-né, et nous avons tous vocation, que l'on s'en réjouisse ou pas, à redevenir vulnérables à d'autres moments de notre vie, du fait de la maladie, du fait du grand âge, du fait d'accidents de vie, du fait d'une perte d'emploi, etc. Donc la vulnérabilité est une caractéristique de l'humanité, qui est une caractéristique donc de nous tous, mais nous ne sommes pas tous vulnérables toujours en même temps. L'autre point que soulignent Tronto et d'autres, c'est que ce qui permet de sortir de la vulnérabilité, c'est cette relation d'interdépendance, c'est ce fameux care, cette sollicitude, ce soin, cette solidarité
on n'a pas de mot en français, cette solidarité, cette commune bienveillance, ce soin qui va permettre l'autonomie. Et ça, c'est un autre élément très important des théories du CARE, c'est que cette idée d'autonomie qui nous est très familière, à nous, juristes, qui avons l'habitude de penser le sujet de droit comme un être autonome, rationnel, etc., cette idée d'autonomie, en réalité, est profondément repensée par l'analyse du CARE, qui souligne le fait que l'autonomie n'est pas quelque chose, en tout cas, que la vulnérabilité n'est pas l'antithèse de l'autonomie, et que la vulnérabilité n'est pas une situation néfaste, négative, de laquelle on devrait s'extirper pour devenir autonome. Comme la vulnérabilité est une caractéristique de la vie humaine, il faut l'admettre et il faut penser politiquement la vulnérabilité de façon à garantir une société d'autonomisation. Et elle reproche notamment à toute la philosophie libérale, qui est celle sur laquelle notre ordre juridique est construit, elle lui reproche bien d'avoir tué cette dimension de vulnérabilité, de l'avoir occultée, de l'avoir reléguée aux marges du droit et de la pensée politique, en ne mettant l'accent que sur l'autonomie. Et donc elle propose de façon extrêmement dense, et je n'ai pas le temps de présenter ici, de repenser les théories du contrat social, de repenser les théories de la justice sociale pour mettre en place des modèles sociaux qui permettent de mettre l'accent sur l'autonomisation, moins sur l'autonomie donnée comme un élément acquis et préconçu, mais sur l'autonomisation, et qui propose également du coup de mettre l'accent sur la participation et l'accompagnement, et pas sur la sanction, ce modèle de la sanction que l'on voit se développer notamment médical ou du champ social, le bénéficiaire des prestations sociales qui ne remplit pas le rôle qui est attendu de lui, rechercher activement un emploi, mener des activités d'insertion, n'est-ce pas, comme dans le Bas-Rhin, devenir obligatoirement bénévole d'une association caritative à peine de perdre le bénéfice du RSA. Il y a ce modèle de la sanction dont on voit bien qu'il devient de plus en plus prégnant dans le droit de l'aide sociale et le droit de la protection sociale français, et au contraire contesté par les analyses féministes du CARE qui soulignent l'idée que plutôt que de sanctionner, il faut accompagner et permettre la participation démocratique. Et cette idée de participation démocratique, on la retrouve dans le dernier point, très brièvement esquissé, cette idée que non seulement il faut penser la vulnérabilité, mais il faut aussi penser le régime juridique de ceux qui aident, ou de celles qui aident à la prise en charge de la vulnérabilité. Et concrètement, cela amène à réfléchir, par exemple, au statut de ce que l'on appelle le caregiver, le donneur du care. Par exemple, tout le travail domestique, qui est largement invisible dans les calculs économiques et qui est totalement invisible dans la règle de droit. Ce travail domestique du soin et de l'éducation des enfants, des personnes âgées, des personnes malades, qui n'est pas rémunéré, qui n'est pas reconnu et qui pèse majoritairement sur les femmes, eh bien, il fait l'objet d'un certain nombre de réflexions extrêmement dynamiques, notamment, je pense aux travaux de la rapporteure spéciale de l'ONU sur l'extrême pauvreté, qui a souligné le fait qu'il y avait des atteintes aux droits fondamentaux liées à cette non-reconnaissance et qu'il faut reconnaître notamment les obligations des États en matière d'accompagnement des personnes vulnérables, les enfants, les personnes âgées, les personnes malades. Alors on voit qu'en droit français, on commence à reconnaître ce statut du donneur de care, du caregiver. Pensez par exemple aux récentes réformes du congé parental d'éducation pour les parents d'enfants de moins de 3 ans. Pensez également au statut de l'aidant familial dans la prise en charge du handicap. Pensez également, et c'est très récent, au statut du proche aidant en matière d'aide aux personnes âgées dépendantes, qui vient d'être réformé par la loi du 29 décembre 2015 sur soi-disant l'adaptation de la loi au vieillissement de la société. Donc on voit que cette réflexion sur le statut du
de l'aide à la vulnérabilité doit être est quelque chose qui est particulièrement nécessaire, d'autant que si l'on pense le statut du donneur de care, le statut juridique de celui ou celle qui vient en aide à la vulnérabilité, eh bien on contribue du coup à réduire cette fameuse vulnérabilité des femmes qui résulte de ces inégalités socio-économiques que je vous décrivais. Donc, et pour conclure, est-ce que cette préoccupation juridique de la vulnérabilité peut nous permettre de repenser le droit ? Alors c'est une question très ouverte, mais peut-on imaginer par exemple un droit au care, c'est-à-dire un droit non seulement aux personnes de bénéficier de ce soutien, cet accompagnement pour renforcer leur autonomisation lorsqu'elles sont dans une personne de vulnérabilité? Est-ce que l'on peut penser également à un droit des donneurs de care, c'est-à-dire des personnes qui accompagnent la vulnérabilité? Là encore, c'est une question qu'une société, pour reprendre vos mots, Madame la bâtonnière, une société mature et démocratique doit se poser, d'autant plus que c'est une société vieillissante et que la question de la vulnérabilité des personnes dépendantes en raison de l'âge est appelée à devenir majeure. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. C'est bien de conclure sur l'idée de penser politiquement la vulnérabilité, pour ne pas la laisser aux marges de la société démocratique, mais pour les mettre à l'intérieur de la société démocratique. Bien.